Sophie referma la porte de sa chambre avec un soupir de soulagement. Le cœur battant encore à toute allure. Elle avait à peine eu le temps de retirer sa chemise trempée de sueur quand la petite voix de sa nièce, Élise, retentit derrière elle. Tante Sophie. Pourquoi tu as des marques comme ça sur le dos? La fillette de 8 ans pointait du doigt les cicatrices fines et rosées qui traversaient sa peau. Souvenir d'une enfance marquée par la violence paternelle. Mais ce n'était pas cela qui fit blêmir Sophie, c'était le reflet dans le miroir. Où elle vit Élise tenir dans ses mains un petit carnet tombé de sa poche, son journal intime. Rempli de confessions sur son amour pour Marie. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Élise, innocente et curieuse, avait ouvert le carnet et lu à voix haute, « Aujourd'hui, Marie m'a embrassée sous la pluie. Et j'ai su que je ne pouvais plus mentir à moi-même. » Sophie arracha le journal des mains de l'enfant. Mais il était trop tard. Élise, les yeux écarquillés, murmura, « Tante Sophie. C'est qui Marie? Maman dit que les filles ne s'embrassent pas comme ça. » Le monde de Sophie s'effondra en un instant, sa sœur aînée. Claire, conservatrice et pieuse, ne tarderait pas à apprendre la vérité. Et avec elle, toute la famille. À Paris, où Sophie vivait depuis 5 ans pour échapper à l'étouffoir provincial de leur enfance à Lyon, elle avait cru pouvoir reconstruire sa vie en secret. Professeure de littérature dans un lycée du Marais, elle passait ses journées à enseigner Baudelaire et Rimbaud. Des poètes qui parlaient de passions interdites, tout en cachant la sienne. Marie, une artiste peintre de 30 ans, était entrée dans sa vie 2 ans plus tôt lors d'une exposition. Leurs regards s'étaient croisés au milieu des toiles abstraites. Et ce qui avait commencé comme une amitié s'était mué en un amour profond. Intense. Mais clandestin. Sophie n'avait jamais osé en parler à sa famille, leur père. Un homme rigide et autoritaire. Avait toujours prôné des valeurs traditionnelles. Et Claire, mariée avec 2 enfants, perpétuait ce legs sans question. Ce soir-là, après avoir couché Élise qui était venue passer le week-end, Sophie appela Marie en panique. Elle sait. Marie. Ma nièce, c'est tout. La voix de Marie, calme mais tremblante à l'autre bout du fil, tenta de la rassurer, on va gérer ça ensemble. Viens chez moi. Sophie hésita. Jetant un œil à la photo d'elle et Claire enfant, accrochée au mur. Partir maintenant signifierait affronter l'inévitable confrontation. Mais rester signifierait se noyer dans le mensonge. Elle choisit de partir, emportant avec elle le carnet comme un fardeau. Arrivée chez Marie, dans son atelier du quartier de Montmartre, Sophie s'effondra dans ses bras. L'odeur de peinture fraîche et de café froid emplissait l'air. Un refuge familier. Marie, avec ses cheveux courts ébouriffés et ses mains tachées de couleur, l'écouta sans interrompre. Ta famille va devoir l'accepter. Sophie. On ne peut pas vivre comme des ombres éternellement. Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Claire, qui avait toujours vu en elle la petite sœur à protéger, réagirait avec horreur. Et leur mère, veuve et fragile, risquait de ne pas supporter le choc. Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était Claire. Élise m'a tout raconté. Comment as-tu pu? C'est contre nature? Sophie. Papa serait dévasté s'il était encore là. La voix de sa sœur était un mélange de colère et de larmes. Sophie. Le cœur serré, tenta de s'expliquer, Claire? Je l'aime.
Marie est tout pour moi. Mais Claire coupa court, ne viens pas à la réunion de famille dimanche. Tu n'es plus la bienvenue tant que tu n'as pas réglé ça. Le clic du téléphone résonna comme une sentence. Sophie avait perdu sa famille en un instant, pour avoir osé être elle-même. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Sophie errait dans les rues de Paris, sous la pluie fine qui lavait les trottoirs. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales où le prêtre tenait contre les péchés de la chair, au regard désapprobateur des voisins quand une cousine avait divorcé. La société française, malgré ses airs progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la sienne. Marie, issue d'un milieu plus libéral, ne comprenait pas pleinement la pression. Pourquoi ne pas leur dire que c'est ton droit, insistait-elle. Mais pour Sophie, c'était une trahison envers ses racines. Une confrontation inattendue surgit au lycée. Une collègue, apprenant la rumeur par un parent d'élève car les nouvelles voyageaient vite dans le petit monde éducatif, la prit à part. Sophie, est-ce vrai que tu vis avec une femme? Pense à tes élèves, à l'exemple que tu donnes. Les mots la transpercèrent. Était-ce donc cela? Sa vie désormais? Des jugements constants? Des murmures dans son dos? Elle rentra chez elle, épuisée, et trouva Marie en train de préparer le dîner. On doit parler, dit Sophie. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Marie posa le couteau, les yeux emplis de peur. Tu vas me quitter? Non. Sophie ne voulait pas quitter Marie. Mais la pression montait, et elle sentait le poids des choix à venir. Elle décida d'écrire une lettre à Claire, expliquant son amour, ses peurs, ses regrets de ne pas avoir parlé plus tôt. Je n'ai pas choisi d'être comme ça, mais j'ai choisi d'être heureuse. Envoyer cette lettre fut un acte de courage, mais aussi de risque. Claire pourrait la rejeter définitivement. Ou pire, impliquer leur mère. La réponse de Claire arriva 2 jours plus tard. Non par courrier, mais en personne. Elle débarqua à l'appartement de Sophie sans prévenir, le visage rouge de colère. Comment oses-tu m'envoyer ça? Tu parles d'amour? Mais c'est une abomination, hurla-t-elle dès la porte franchie. Sophie, prise au dépourvu, recula. Élise n'était pas là. Heureusement. Mais Marie, si elle sortait de la cuisine, alertée par les cris. Madame, calmez-vous, tenta Marie. Mais Claire la foudroya du regard. Toi, c'est toi qui as perverti ma sœur. L'accusation vola comme une gifle. Sophie s'interposa. Arrête. Claire. Marie n'a rien à voir avec ça. C'est moi. Depuis toujours. La dispute s'envenima. Claire évoqua leur père, mort 5 ans plus tôt d'un cancer, comme un martyr des valeurs familiales. Il t'aurait renié. Sophie, les larmes aux yeux, répliqua, papa m'aimait. Malgré tout. Et toi? Tu me juges sans même essayer de comprendre. Marie, silencieuse jusqu'alors, intervint, Madame. L'amour n'est pas un choix. Sophie souffre déjà assez. Claire rit amèrement. Souffrir? Essayer de vivre dans une petite ville où tout le monde sait et juge. Ma fille Élise est moquée à l'école à cause de toi. Le coup porta. Sophie imagina la petite Élise. Innocente.
subissant les quolibets des camarades. Était-ce le prix de son bonheur? Après le départ de Claire? L'atmosphère chez Sophie devint lourde. Marie proposa de partir en week-end pour se changer les idées. Mais Sophie refusa. Je dois affronter ça seule. Elle passa la nuit à ruminer. Repensant aux moments volés avec Marie, les promenades le long de la Seine. Les rires partagés dans des cafés discrets. Les nuits où elle se murmurait des promesses. Mais maintenant, tout semblait terni par la réalité. Le lendemain, elle reçut un appel de sa mère. Sophie. Ma chérie. Claire m'a tout dit. Viens à Lyon. On en parle. La voix fragile de la vieille femme brisa quelque chose en elle. Sophie accepta, laissant Marie derrière avec un baiser chargé d'incertitude. Le voyage en train vers Lyon fut un calvaire. Les paysages défilaient. Mais Sophie ne voyait que des scénarios catastrophes, sa mère en pleurs. Claire triomphante. La famille divisée. Arrivée à la maison familiale. Une vieille bâtisse en pierre au bord du Rhône. Elle trouva sa mère seule, assise dans le salon avec une tasse de thé froid. Assieds-toi. Ma fille. Les mots sortirent en un flot, l'amour pour Marie. Les années de silence. La peur du rejet. Sa mère écouta. Les yeux humides. Je t'aime. Sophie. Mais la société. Les gens parleront. Et Claire est furieuse. Sophie insista, maman. C'est ma vie. Mais la vieille femme secoua la tête. Pense à Élise. Elle a besoin d'une tante modèle. Claire arriva peu après. Avec son mari et les enfants. La réunion de famille tourna au tribunal. Le mari de Claire, un homme d'affaires conservateur, prit la parole. Sophie. Tu mets en danger l'équilibre de tous. Si ça se sait, ma carrière pourrait en pâtir. Élise, cachée derrière sa mère, observait en silence. Sophie se sentit acculée. Je ne demande pas votre approbation. Juste votre acceptation. Mais Claire riposta, accepter? Jamais. Choisis, ta amie ou ta famille. L'ultimatum glaça le sang de Sophie. Partir signifierait couper les ponts, rester. Renoncer à Marie. De retour à Paris, Sophie confia tout à Marie. Il me force à choisir. Marie. Blessée. Répondit, et toi? Que choisis-tu? Sophie hésita. Et ce silence fut une trahison. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses démons. Les jours suivants, Sophie sombra dans la dépression. Au travail, elle commit des erreurs, oubliant des corrections, arrivant en retard. Une élève, perceptive, lui demanda, « Madame, vous allez bien ?» Sophie sourit faiblement. La vie est compliquée. Parfois. Une trahison plus profonde surgit quand Sophie apprit que Claire avait contacté Marie directement. Par un message, Marie lui raconta, « Ta sœur m'a appelé, me suppliant de te quitter pour ton bien. » La fureur envahit Sophie. Elle confronta Claire par téléphone, « Comment oses-tu interférer? » Claire. Sans remords, je protège ma famille. Ce fut la goutte d'eau. Sophie décida de couper les ponts temporairement, bloquant les numéros. Mais le vide la rongeait. Marie, de son côté, doutait,
Peut-être que c'est trop dur pour toi. Sophie chercha du soutien ailleurs. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, dans un centre communautaire discret. Là, elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Une femme plus âgée, Anne, partagea: j'ai perdu ma sœur pendant 10 ans, mais elle est revenue. Le temps guérit. Ces mots allumèrent une étincelle. Sophie écrivit à Marie: reviens, s'il te plaît. Je choisis nous. Marie revint. Mais avec une condition: on affronte ça ensemble. Ou pas du tout. Les semaines passèrent, et la tension monta d'un cran quand Sophie reçut une invitation à un baptême familial. C'était pour le petit frère d'Élise. Et Claire avait joint une note: viens seule ou ne viens pas. Sophie déchira l'invitation. Mais le doute persistait. Marie la poussa: va. Et montre-leur qui tu es. Sophie accepta le défi. Elle se rendit à Lyon avec Marie, main dans la main. À l'église, les regards se tournèrent vers elle. Claire blêmit: qu'est-ce qu'elle fait ici? Sophie répondit calmement: c'est ma compagne. Accepte-la. Ou perds-moi. Le scandale éclata. Des cousins murmurèrent. La mère de Sophie pleura en silence. Après la cérémonie, une dispute éclata dans la maison. Le mari de Claire cria: c'est une provocation. Marie, stoïque, défendit: non. C'est la vérité. Sophie, au milieu du chaos, sentit une libération. Pour la première fois, elle ne se cachait plus. Mais le prix fut élevé. Claire la gifla verbalement, l'accusant de détruire l'harmonie familiale. Pars. Et ne reviens jamais. Sophie partit, les larmes coulant, mais la tête haute. Marie la serra contre elle dans le train du retour. Tu as été forte. À Paris, les répercussions se firent sentir. Des amis communs prirent parti. Certains pour Claire, d'autres pour Sophie. Au travail, une rumeur circula. Et le directeur la convoqua: Sophie, des parents se plaignent. Votre vie privée affecte l'image de l'établissement. Elle fut mise en congé forcé. Un coup dur pour sa carrière. Marie, de son côté, vit ses expositions boycottées par des galeristes conservateurs informés par la famille. C'est injuste, se lamenta-t-elle. Sophie répondit: c'est le prix de la liberté. Une trahison inattendue vint de l'intérieur. Élise, manipulée par sa mère, envoya un message vocal à Sophie: Tante, maman dit que tu es malade. Reviens sans Marie. Le cœur de Sophie se brisa. Elle répondit à l'enfant: Je t'aime, Élise. Un jour, tu comprendras. Mais Claire intercepta et bloqua les communications. Sophie se sentit isolée. Comme si son passé entier lui était arraché. Marie et Sophie décidèrent de se battre. Elles consultèrent une avocate spécialisée en droit LGBT, qui les conseilla sur les discriminations familiales. Vous pouvez porter plainte pour harcèlement, dit-elle. Mais Sophie hésita: c'est ma famille. Marie insista: ils te font du mal. Le dilemme moral la tourmentait: venger ou pardonner? Elle choisit le pardon. Envoyant une dernière lettre à Claire: Je t'aime encore? Malgré tout. Réfléchis. La réponse ne vint pas. Au lieu de cela,
Sophie apprit par une cousine que sa mère était hospitalisée pour stress. La culpabilité l'envahit. C'est ma faute, murmura-t-elle à Marie. Elles se rendirent à l'hôpital, où Claire les attendit. Tu as osé venir, siffla-t-elle. Sophie ignora et entra dans la chambre. Sa mère, pâle sur le lit, murmura, Sophie. Je suis désolée. Les larmes coulèrent. Maman. Je ne voulais pas te blesser. Pour la première fois. Une brèche s'ouvrit. Claire, voyant la scène, vacilla. De retour à Paris, Sophie reprit le travail, défendue par des collègues progressistes. Marie vendit une toile majeure, signe que le boycott s'essoufflait. Mais les cicatrices restaient. Sophie rêvait souvent de son père, imaginant sa désapprobation. Était-ce le bon choix, se demandait-elle. Marie la rassurait, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Une confrontation finale avec Claire survint lors d'un appel surprise. Maman veut te voir ? Avec Marie. Sophie, méfiante, accepta. À Lyon. Autour d'une table, les mots fusèrent. Claire admit, j'ai peur pour Élise. Pour notre image. Sophie répliqua, la peur n'excuse pas la haine. Marie ajouta, donnons-nous une chance. Claire hésita, mais promit d'essayer. Les mois suivants furent une lente reconstruction. Sophie et Marie visitèrent Lyon régulièrement. D'abord dans l'attention, puis avec une prudence fragile. Élise, curieuse, posa des questions innocentes. Tante Marie, tu peins quoi ? Marie sourit, des émotions. Comme l'amour. Claire observait. Muette. Mais sans hostilité ouverte. La mère de Sophie, remise, encouragea la famille. C'est l'acceptation. Pourtant, des rechutes survenaient, un cousin refusa une invitation. Un oncle envoya un mail moralisateur. Sophie apprit à ignorer, se concentrant sur son couple. Au travail, Sophie organisa un atelier sur la diversité en littérature, incluant des auteurs LGBT. Les élèves réagirent positivement. Un baume sur ses plaies. Marie, inspirée, peignit une série sur les amours cachés, exposée avec succès. Mais une ombre plana quand Claire confia, les voisins jasent. Élise est harcelée. Sophie proposa, amène-la à Paris. On l'aidera. Claire refusa d'abord, puis céda. Élise passa un week-end avec elle, découvrant un monde ouvert. C'est cool. Tante Sophie, dit-elle en rentrant. Une trahison ressurgit quand le mari de Claire, jaloux de l'harmonie naissante, contacta un prêtre local pour exorciser Sophie. Claire, apprenant cela, le confronta, c'est fini. C'est bêtise. Pour la première fois, elle prit le parti de Sophie. Le couple de Claire vacilla, menaçant de divorce. Sophie, culpabilisée, offrit son soutien, Claire. Je suis là pour toi. Ironie du sort, la révélation de Sophie avait ébranlé d'autres mensonges familiaux. Marie et Sophie décidèrent de officialiser leur union avec un PACS. Un pacte civil de solidarité. La cérémonie fut intime. Avec quelques amis. Sophie invita Claire, qui vint seule.
Félicitations, murmura-t-elle. Les yeux humides. Ce fut un tournant. De retour à Lyon, Claire organisa un dîner familial inclusif. Les tensions persistèrent, mais les dialogues s'ouvrirent. Sophie réalisa que le prix payé isolation, douleur avait mené à une vérité libératrice. Pourtant, des doutes subsistaient. Une nuit, Sophie confia à Marie, « Et si j'avais tout gardé secret ?» Marie répondit, « Tu aurais vécu une demi-vie. » Sophie acquiesça. Mais au fond, la question la hantait. La société évoluait. Avec des lois pro-LGBT en France. Mais les cœurs changeaient plus lentement. Une crise majeure éclata quand Élise, influencée par des camarades homophobes, rejeta Sophie lors d'une visite. « Maman dit que c'est mal », cria-t-elle. Sophie, blessée, partit en larmes. Marie la consola, « C'est temporaire. » Claire appela plus tard, « Je suis désolée. J'ai mal géré. » Elles travaillèrent ensemble pour éduquer Élise, lisant des livres sur la diversité. Lentement, l'enfant comprit. Sophie, renforcée, écrivit un article anonyme sur son expérience, publié dans un magazine. Les retours furent mitigés, soutien et haine. Mais cela la libéra. Marie et elle planifièrent un voyage en Provence. Pour se ressourcer. On a gagné, dit Marie. Sophie sourit, pas encore tout. Les années passèrent, mais les cicatrices ne s'effacèrent pas complètement. Sophie, maintenant à la tête d'un département au lycée, militait discrètement pour l'inclusion. Marie exposait internationalement, ses toiles reflétant leur lutte. Claire, divorcée, avait reconstruit sa vie. Plus ouverte. Élise, adolescente, appelait souvent « Tante Sophie ». Raconte-moi Paris. La famille, brisée puis recollée, portait les marques des conflits. Une ultime confrontation survint lors d'un anniversaire. Un oncle conservateur lança « Sophie, ton mode de vie est un péché. » Claire le défendit, « Laisse ma sœur tranquille. » Sophie, calme, répondit, « L'amour n'est pas un péché. » L'oncle partit furieux. Mais le reste resta. C'était une victoire. Pourtant, Sophie se questionnait encore sur les choix passés. Avait-elle bien fait de révéler tout? Le prix amitié perdu? Carrière freinée? Famille ébranlée valait-il la liberté? Marie, sentant ses doutes, la serra, « Regarde-nous, heureuse. » Vrai. Sophie hocha la tête. Mais au fond, le débat intérieur persistait. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie aidait d'autres femmes dans des groupes de soutien, partageant son histoire. Les choix sont durs, mais nécessaires, disait-elle. Claire, transformée, avoua un jour, j'avais tort. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Élise, fière, déclara, mes tantes sont géniales. Mais était-ce la fin? Sophie savait que la société, malgré les progrès, gardait des ombres. Des lois changeaient. Mais les cœurs? Elle se demanda si le sacrifice en valait toujours la peine. Et vous? Pensez-vous que révéler une vérité personnelle, malgré les dommages collatéraux, est toujours le bon choix?